La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je reçois aujourd'hui Arthur Sevestre qui est donc le cofondateur de Nosmo. Merci à toi Arthur. Merci à toi de m'inviter. Avec grand plaisir. Comment vas-tu déjà? Très bien, incroyable. Incroyable. C'est fort. Du coup, juste avant de commencer un peu plus dans le vif du sujet, si tu devais décrire donc ton entreprise en une minute, qu'est-ce que tu dirais? Nous, chez Nosmo, on aide des entreprises plutôt établies à comprendre et recruter des jeunes de moins de 30 ans qui sont aujourd'hui sursollicités et qui s'intéressent de plus en plus à des boîtes un petit peu plus pérennes. Et le levier sur lequel on agit, c'est vraiment l'acquisition candidat. Et on pense qu'une société sérieuse aujourd'hui, c'est une société qui a investi à fond dans son recrutement, qui le pilote en interne et qui notamment sait faire venir à elle des candidats. Et donc nous, c'est sur ces leviers-là qu'on agit via plein de méthodes et un outil qu'on met à disposition de recruteurs. Super. Et donc, j'imagine, c'était prévu la cible sur les moins de 30 ans. Il y avait une idée derrière. Ouais, c'est mon ancien patron qui nous a un peu matrixé en nous disant qu'il comprenait pas pourquoi il existait des commerciaux de plus de 40 ans. Donc, j'ai toujours pas réussi à craquer ce truc-là, mais ça m'a toujours fait rire. Mais non, de manière plus sérieuse, c'est plutôt parce que je pense que le recrutement pour des personnalités de plus de 35 ans sur des populations commerciales, c'est extrêmement différent. C'est pas du tout les mêmes manières de faire. Ouais. C'est du très spécifique, c'est vraiment de la chasse et c'est pas exactement le même métier que nous, ce qu'on fait, qui est plutôt du sourcing massif, qui fonctionne bien avec des populations juniors ou expérimentées. Ouais, logique, ça a du sens quand tu l'expliques. Comme vous le savez, le format reste le même. Donc, la première partie, c'est sur toi, Arthur. Donc, si tu devais expliquer un peu l'audience, qu'est-ce qui t'aide un peu à décrocher du quotidien en tant que cofondateur? Comment est-ce que tu arrives à penser à autre chose, à déconnecter? Qu'est-ce que tu dirais que ça serait en grande partie? C'est le sport, très sincèrement. Ouais. C'est compliqué de déconnecter quand tu montes une boîte ou quand tu es à des postes de direction ou même à d'autres postes, mais en tout cas sur ton métier, ton environnement professionnel, comme tu y penses tout le temps, tu as envie de faire grandir l'entreprise, tu as toujours plein de problèmes à régler, tu as plein d'ambitions. Donc l'une des seules manières pour moi de ne pas y penser, c'est d'avoir quelque chose qui me prend beaucoup de place dans mon cerveau. Et donc le sport y répond bien, ou sinon très naturellement, c'est de passer des temps assez intenses avec mes proches qui marchent bien aussi. Ouais. Et c'est quoi dans le sport, si tu devais détailler un peu plus? Alors moi, je fais de la natation et de la course à pied, donc c'est des trucs très très individuels. Ouais. Et j'aime bien la notion de se battre contre soi-même. Okay. Je suis très très mauvais en sport collectif. J'ai essayé de faire du foot quand j'étais jeune et du hand, ça a été désastreux. J'aime bien reconnaître ses forces et ses faiblesses, effectivement. Ouais. Reconnaître ses forces et ses faiblesses, et là clairement ça faisait pas partie de mes forces. Et non, le natation, course à pied, ça partage je trouve des volontés de se battre contre soi-même qui sont assez fortes, et j'aime bien cette dimension-là. T'es un peu le seul responsable de ta réussite, et ça me plaît bien. Ouais, je vois ce que tu dis. Et quand tu dis se battre face à soi-même, c'est quoi en fait? C'est que tu te dis, voilà, j'ai fait un temps sur 50 mètres, la semaine prochaine il faut que je fasse. Comment est-ce que ça se traduit? Comment t'arrives en fait à t'auto-motiver finalement? Déjà, c'est la volonté de faire mieux. Déjà, j'en ai besoin. En fait, Okay. Avant même de se dire est-ce que tu veux faire mieux, c'est quand t'en fais pas et que tu te sens pas bien, tu sais que t'as besoin de faire du sport. Donc moi, en moyenne, c'est 4 fois par semaine. Okay. Et j'ai vraiment besoin d'y aller parce que sinon je me sens pas bien. Et donc après, t'as des programmes en fonction des journées. Est-ce que t'as une journée où c'est plutôt en milieu de journée, donc t'as pas envie d'être cramé le soir? Ouais. Ou de l'après-midi parce que tu as du boulot, tu as des rendez-vous, etc. Donc ça va plutôt être un entraînement plutôt focus sur l'endurance, ou alors le week-end où c'est plutôt de la vitesse. Mais à chaque fois, l'objectif, c'est d'essayer de garder un certain niveau. Et aujourd'hui, comme tout est connecté, tu as tes temps, tu as tes machins, donc tu sais de manière très rationnelle si tu as performé ou si tu n'as pas performé.
Et c'est aussi assez grisant de, quand tu notamment fais un peu de fractionné ou un peu de vitesse, de te voir progresser semaine après semaine. Donc c'est des choses que j'aime bien, et en plus ça t'apporte en fait beaucoup de plaisir, et quand tu sors, t'es fier de toi. Alors que quand tu montes une boîte, rien n'est parfait, et que justement tu remets toujours tout en question pour essayer de progresser, Ouais. mais au moins tu vois le progrès de manière très factuelle. Donc c'est aussi assez agréable. Ouais, non, carrément. Et ça va pas un peu, pas forcément à l'encontre de l'idée qu'on se fait du dirigeant qui doit être leader et qui doit être chef d'équipe, et ta passion pour le sport individuel, t'arrives quand même, enfin, tu le vois pas en désaccord, non, du tout? Ça a des vrais impacts. Ouais. Chez Nosmo, Clément est pareil, lui il fait de l'ultra trail et il est ultra investi là-dedans. C'est un Donc c'est critère un de truc qui recrutement, est du coup. aussi, qui est aussi assez perso. Mhm. Et oui, ça se traduit dans notre management. Alors après, je pense que notamment sur les valeurs d'ultra trail, etc., tu as des valeurs aussi très collaboratives et de bienveillance qui, j'espère, font partie de ce que ressentent nos équipes. Mais effectivement, on a une vraie attention sur l'autonomie des personnes avec qui on bosse. Mhm. On leur donne beaucoup, on est assez intense, on est assez exigeant aussi. Par contre, on les laisse très autonomes, et c'est plutôt à eux de venir vers nous quand ils ont des questions, ou alors pour remodeler des objectifs, ou pour revoir des stratégies qu'on met en place, ou pour nous dire qu'on fait des conneries. Mais on les laisse autonomes pour, pour qu'ils viennent nous challenger, en fait. Donc Mhm. oui, je pense que ça a un vrai impact sur la façon dont on travaille et sur la façon dont on communique avec eux. C'est clair. Non, j'aime bien ce que tu dis avec le challenge. Trouve-moi une meilleure façon de faire. En fait, je suis à l'écoute et j'ai envie d'améliorer, que ce soit les process. Enfin, je sais pas à quoi ça Ouais. peut correspondre, mais j'aime bien cette idée aussi, ouais. Tout peut être remis en Ouais. question, en fait. Faut pas hésiter à remettre des choses en question, et il n'y a pas y a pas de vérité dans l'entrepreneuriat, et surtout à notre taille où t'as pas beaucoup d'inertie. Donc tout doit être remis en question. C'est même pas tout peut, c'est tout doit être remis en question. Mhm. Mais à eux de venir le faire, et nous on le fait déjà beaucoup, mais à eux de venir le faire, et c'est ce qu'on attend d'eux. Ouais. Et puis sans le côté micromanagement, bah, qui de toute façon disparaît de Non, plus en plus, surtout dans certaines industries. Je pense que tu n'aurais même pas le temps, même si tu voulais finalement. et on sait pas faire. C'est au-delà du temps, on sait pas Ouais. faire. Mais contrôler quelqu'un a bien fait quelque chose. En vrai, j'ai la flemme, j'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. Enfin, et puis d'ailleurs, je pense pas que les gens aient envie de travailler comme ça, donc ça ne marcherait pas, et on a, je pense, une forme d'authenticité chez Nosmo. Quand on sait pas faire les choses, ou quand on n'aime pas faire les choses, ça marche pas. Ouais. Non, mais c'est très clair. Bah, merci à toi. En tout cas, c'est super intéressant sur notamment la natation. Et du coup, tu as un sujet, je pense, qui va beaucoup plaire à notre audience, que tu voulais donc partager, donc un peu un sujet de prédilection, qui est donc un peu le cold calling, c'est ça? Ouais, complètement. Ouais. Tu me disais qu'est-ce qu'on a mis en place, ou ouais, qu'est-ce qu'on a mis en place chez Nosmo qui a vraiment eu un impact. Mhm. L'impact est ultra long terme, parce qu'en fait, on parle de cold calling, on pose beaucoup avec une société qui s'appelle Jab, qui sont pour moi les meilleurs sur Paris sur la vente de valeur. Ok. Et pareil, on a beaucoup travaillé avec eux sur le fait d'être capable d'appeler un dirigeant pour générer des conversations avec lui, et parler avec lui de ses enjeux et de ses problématiques stratégiques. Et en fait, derrière le fait d'être capable d'appeler un dirigeant, ça peut être un DG, ça peut être un DRH, un directeur commercial, etc., peu importe, Mhm. mais un dirigeant qui porte des enjeux stratégiques, derrière le fait d'être capable de l'appeler, il se cache plein de choses sur les convictions que tu portes, sur l'expertise que tu as sur les problèmes que tu résous, sur la capacité à créer de la conversation sur des enjeux stratégiques, et donc, in fine, sur le fait d'être capable de faire de la vente de valeur. Ouais. Donc derrière cette action très simple, en fait, enfin très simple, tu as besoin juste d'un téléphone et de savoir parler. Il se cache pas mal de choses très stratégiques à mettre en place sur toutes les parties de ta boîte, et de ce que tu vends, et de comment tu le vends. Donc c'est Ouais. ça que j'aime bien là-dedans. Et comment est-ce que ça se traduit du coup? Parce que c'est vrai que des agences de recrutement, enfin pour grossir un peu le trait, il y en a beaucoup, et je pense que c'est des audiences qui se font pas mal démarcher là, à ce niveau-là. Je pense que je t'apprends rien. Comment est-ce que tu arrives à justement créer cette valeur ajoutée, ce besoin, cette curiosité quand tu parles à un DG ou à un DRH par exemple? Il y a deux choses, Ouais. je pense. Alors, il y a trois choses. Un, c'est vraiment d'être. Parce que, comme tu as dit, il y a beaucoup d'agences de recrutement. Et tu as beaucoup de boîtes qui font du recrutement parce que tu as très peu de barrières à l'entrée. Ouais. Mais je pense que tu n'en as pas
tant que ça qui ont une vraie volonté d'expertise sur le recrutement. On a beaucoup qui voient le recrutement comme quelque chose de très transactionnel. Et finalement, ça fonctionne, donc pourquoi pas, c'est des très bons business et qui fonctionnent bien. Nous, c'est pas notre conviction. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on a dû travailler sur notre expertise. Nous, la façon dont on voit le recrutement, c'est que plus tu le délègues à des agences, plus tu dénatures ta culture d'entreprise, et plus tu vas perdre la guerre des talents. Et notre conviction, c'est que dans 10-15 ans, les boîtes du futur ne pourront plus faire appel à des agences, en tout cas dans le modèle qui existe aujourd'hui, avec quelqu'un à qui tu délègues et tu viens acheter du confort pour faire ta recrutement, parce que finalement, c'est un confort qui est extrême sur le recrutement. Mais finalement, en faisant ça, tu délègues une partie de ta culture, tu délègues une partie du sens. Et je pense que ce que les jeunes générations attendent, c'est des dirigeants investis dans la réussite de leur projet. Et donc, c'est de construire une expertise autour de ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est de construire une expertise. Et donc, dans ce deuxième point, c'est de créer une différence aussi. Qu'est-ce que toi, tu sais parce que nous, on a monté Nosmo donc, il y a 3 ans, mais avant ça, on a bossé pendant 4 ans sur des sujets de recrutement pour des grands groupes et pour nous en interne, sur des populations d'ingénieurs et de commerciaux. On a fait avec Clément un peu plus de 400 ou 500 recrutements, je pense, tous les deux. Donc, on a à avoir 10-15 personnes toutes les semaines. Donc, ça fait des CV aussi. Ça fait du monde. Et donc, c'est comment est-ce que tu crées une différence derrière par rapport à l'expertise que tu as nourrie. Et après, c'est comment est-ce que tu es capable de venir challenger des organisations dans comment est-ce qu'ils font. Et donc, il faut réussir à faire tout ça dans le call. Tout ça de manière très sincère et authentique. Il y a plein de manières d'appeler les gens. Il n'y a pas de bonne manière. Il y a une manière avec laquelle toi, tu es à l'aise. Donc, c'est aussi de se connaître soi-même. Donc, si tu as fait ça, l'expertise, la différenciation et l'authenticité, je pense que tu peux réussir à le faire. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de pratique et ça demande beaucoup de réflexion, en fait, de réussir pour moi ces 3 sujets-là. Ouais, c'est ce que j'avais demandé justement sur le côté expertise et différenciant / challengeant. En fait, ça veut dire que tu dois rechercher énormément sur l'entreprise en amont, sur son industrie, sur ses concurrents. Qu'est-ce que tu fais un peu? Alors, au-delà de l'entreprise, je dirais que c'est plutôt de réfléchir sur toi, tes convictions et ta compréhension du marché. C'est d'être tout le temps, de remettre en question tout le temps de qu'est-ce que tu as appris cette semaine, qu'est-ce que tu as appris auprès des échanges que tu as eus, de comment se comporte le marché. Parce que finalement, tu remarques que tu as une tendance quand même de fond, c'est que, je crois qu'il y a une stat qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais c'est que pour 80% des dirigeants français, le frein numéro 1 à la croissance, c'est le recrutement. Donc en fait, le recrutement, ça fait flipper tout le monde. Mais en même temps, tout le monde est sursollicité. Tout le monde en a besoin. Par rapport à ce sujet. Et en fait, toi, ce que tu veux dire, c'est quelle est la conviction, quel est le savoir que tu as par rapport à ce postulat-là, de comment les gens peuvent le traiter. Mais a priori, quand tu appelles quelqu'un, t'as pas tant besoin de te renseigner sur l'entreprise. En tout cas, tu as 80% de chances que la personne que tu appelles, elle fasse face. Ouais, ça va être comme ça qu'on dit, je sais pas. Donc, recherche face, pardon. Ouais. À ce problème. Ok. Et donc après, c'est d'être très honnête, parce que voilà, nous on a constaté ça sur le marché, à quel point ça vous touche, comment est-ce que vous y faites face, et est-ce que ça vaut le coup qu'on ait une conversation à ce sujet? Ouais, donc en toute honnêteté, quoi. Parce que sans faire le roleplay, hein, on n'est pas là pour ça, mais c'est quoi un peu c'est quoi les éléments que tu mets, si tu devais en choisir un ou deux, ou même peut-être qu'un seul en fait, c'est quoi que tu mets en avant dans ton elevator pitch de 30 secondes pour être le plus impactant? Est-ce que tu termines par une question très ouverte justement pour que la personne engage très rapidement dans la conversation? Qu'est-ce que tu essaies de mettre le plus en avant? Très sincèrement, je reprends les règles très classiques du cold call. C'est surtout, tu fais en sorte d'avoir l'attention avant de parler. Ouais. Donc c'est bonjour, je vous appelle. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour que je vous explique pourquoi, ou je vous appelle pour prendre un rendez-vous. Mais en tout cas, tu t'assures que quand tu parles pas à un mur, Ouais. ce qui arrive quand même dans beaucoup de cas. Tu parles le moins possible de toi. En tout cas, ce que tu parles, c'est de ton prospect. Donc, j'ai constaté que chez vous, il se passe ça. En tout cas, les dirigeants avec lesquels j'échange, ils me remontent ça. Et troisièmement, l'objectif du cold call, c'est toujours le même, mais c'est de prendre le rendez-vous. Ça peut être... moi, je sais que je me fais souvent avoir, mais je me mets à discuter avec les gens et presque à faire le rendez-vous et à oublier qu'en fait, non, faut qu'on se rencontre, il y a quand même un process, faut qu'on soit structuré, c'est pas au téléphone comme ça où le mec il est peut-être parti se chercher un café, où il marche dans le couloir, où je l'ai pris entre 2 réunions. Donc en fait, si tu suis ces 3 règles-là, après c'est pareil, c'est des règles simples mais qui demandent beaucoup de travail.
Ouais, non, complètement. Et j'aime bien l'idée. Bah, ça montre que tu as fait des recherches par rapport à l'entreprise. Voilà, j'ai vu ça. Ou comme tu le disais aussi, le côté bah, un peu challengeant parce que bah, ça montre que tu es à l'écoute et que tu parles un peu à des confrères ou à des pairs au même poste. Et donc, du coup, tu as une plus-value en fait. Et c'est ça que les gens aiment bien aussi. C'est bah, apprends-moi quelque chose quand tu m'appelles en fait sur le marché, sur des tendances finalement. Ouais, c'est ça, c'est l'un des avant. Enfin, je pense qu'on a tous le cas aujourd'hui, peu importe dans l'entreprise dans laquelle on évolue, mais enfin, les entreprises ont tendance à se surspécialiser quand même. Peu importe l'entreprise, nous on voit 40, 50 commerciaux par semaine et des dizaines de candidats depuis une petite dizaine d'années. Donc forcément, ça nourrit quand même une expertise et ça nourrit un savoir qu'a priori on peut partager à des dirigeants qui on voit peut-être, je dis n'importe quoi, mais une trentaine ou une quarantaine par an. Forcément, on a appris des choses, c'est normal. Aujourd'hui, de manière empirique, tu apprends énormément de choses. Et comment est-ce que tu structures ça pour apporter de la valeur aux personnes avec lesquelles tu échanges? Ok, ouais, non, très, très vrai. Et si tu avais des conseils à donner parce que du coup, t'adresses, est-ce que tu disais, à une cible de moins de 30 ans, plutôt une typologie commerciale, c'est ça? Sur les commerciaux, ouais, sur les candidats qu'on adresse, oui, complètement. Ouais, et si tu avais justement des conseils à donner à ces candidats justement pour bah, le fait que bah, tu vas devoir construire ton propre pipeline avec du cold calling, ça serait quoi un peu les grandes lignes de ces conseils? C'est toujours très dépendant de l'entreprise et ça dépend beaucoup de ce que tu vends et à qui tu vends et comment est-ce que tu veux le vendre. Déjà, c'est de Mhm. comprendre est-ce que tu vends de la commodité ou est-ce que tu vends de la valeur. Est-ce que tu vends finalement un produit simple qui s'auto-explique ou est-ce que tu viens vendre du changement? Ouais. En fonction de qu'est-ce que tu vends, tu n'as pas le même process de vente, tu vas pas appeler les mêmes personnes et tu vas pas générer les mêmes discussions. Et après, si je devais retenir qu'un conseil, c'est appelle. Tu fais Juste just do it. c'est con, c'est bête. Déjà, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense Mhm. de le faire souvent. Commence par appeler dès le matin. Tous les matins, appelle 30 minutes. Et naturellement, si tous les matins, tu appelles 30 minutes et que tu sais te remettre en question, au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça devient une habitude et ça devient peanuts de prendre 10 rendez-vous par semaine et tout en augmentant à chaque fois peut-être le niveau hiérarchique ou le niveau stratégique ou la taille des entreprises que tu cibles, mais ça se fait très très naturellement. Et c'est un super point parce que c'est vrai que souvent, en tout cas sur des profils un peu plus juniors, t'as un peu cette peur lors de l'appel à froid parce que bah t'as un peu, je pense, la peur du refus, du non, et que trop souvent en fait tu le prends personnellement en fait. C'est souvent ce que je sais pas si tu avais vu ça à tes débuts, mais c'est souvent ce qu'on se rend compte. Et j'aime bien ce conseil. Ben, finalement appelle parce que à force de te prendre des portes, des noms, tu vas te rendre compte bah, que ça devient un peu une habitude et que c'est pas si grave que ça en fait, et que bah c'est pas vis-à-vis de toi, mais c'est juste bah peut-être pas le bon moment, peut-être pas la bonne approche à cet instant T. Et quoi qu'il arrive, déjà tu auras plus peur du non, ou en tout cas moins à minima. Et c'est Ouais. surtout que bah, tu vas forcément améliorer ton discours. Je sais pas si vous faites beaucoup peut-être plus maintenant de réécoute d'appels, justement, de feedback sur des calls, On fait beaucoup de de simulations, simulation. beaucoup de feedback, beaucoup de simulations, à tel point on simule tellement que l'objectif c'est d'attendre l'objection en Ouais. fait. Tu fais ton pitch, tu attends l'objection et à la fin tu les connais par cœur et ça se déroule tout seul parce qu'en fait c'est normal que tu aies de la réticence. La personne face à toi, elle te connaît pas. Elle va pas juste avoir envie de te rencontrer parce que tu as fait un bon pitch ou parce que machin. Donc forcément il y a de la réticence. C'est toi, faut jouer avec. Hmm. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu es presque déçu quand il n'y a pas d'objection, c'est presque trop facile. Et d'ailleurs, alors, j'ai pas de stats par rapport à ça, mais peut-être que les fois où tu as le moins d'objections, c'est les fois où tu as le plus de Mhm. no-show. Les rendez-vous les plus faciles à prendre sont les rendez-vous les plus difficilement closables. J'en sais rien, mais je serais pas surpris qu'il y ait une petite tendance comme ça qui se monte, parce qu'en fait, quand la personne, tu lèves beaucoup de réticence à la rencontre, une fois qu'elle te rencontre, elle a vraiment, elle s'est sincèrement engagée dans le fait que vous allez vous rencontrer, il va se passer quelque Ouais. chose. Si c'est pas le cas, l'engagement est plutôt faible et surtout aujourd'hui, si tu fais des visios, c'est Plus très simple de ne pas facile. se connecter. Ouais, je suis 100% aligné. Quand c'est trop facile, c'est jamais bon signe. Généralement, il se cache quelque chose. Soit la personne a mal compris,
ou accepter, mais voilà, pour un peu se débarrasser de toi. Et c'est aussi ce que je dis un peu aux équipes, c'est vois l'objection comme comme quelque chose de positif en fait. C'est que t'as éveillé sa curiosité. Elle a une vraie question sur laquelle elle a besoin un peu de compléments d'informations là, et donc vois ça comme une opportunité justement à l'éclairer et à la guider en fait sur pourquoi tu dois prendre un call derrière. Ouais. Et dernière question que j'avais, c'est quoi pour toi un call suffisamment long pour prendre un rendez-vous? T'as un set de temps particulier et tu te dis voilà, en dessous il faudrait que je parle à la personne pendant au moins 4 minutes. Est-ce que c'est des pain points en particulier que tu as besoin de soulever avant de faire un call de découverte? Comment est-ce que tu le traduis? Alors, je pense, alors ça doit dépendre toujours des industries. Je pense qu'il y a peut-être des industries où t'as des hard stops assez évidents sur le fait d'avoir une collaboration et plus tôt tu le fais, mieux c'est. Ouais. Maintenant, il faut toujours être assez fin parce que appeler quelqu'un pour le qualifier, c'est aussi toujours un peu touchy. Ça veut peut-être dire que parfois toutes les infos sont pas sur Internet. Donc, je pense que ça dépend beaucoup de l'industrie. Nous, chez nous, faut aller le plus vite possible. Une fois que tu as validé, mais globalement que tu as des enjeux sur le recrutement, et encore une fois, c'est le cas pour, je vais pas dire 100% des boîtes, mais il y a très peu de boîtes pour lesquelles c'est pas le cas, en tout cas chez nous. Ouais. Nous, ce qu'on veut vérifier, c'est surtout est-ce que vous recrutez des commerciaux de moins de 30 ans qui évoluent plutôt dans le monde B2B, etc. C'est valider que ça fasse partie de ton ICP. Si ça fait partie de ton ICP, tu le sais normalement assez rapidement. Et pour le coup, nous, même une recherche Sales Navigator te donne pas mal d'infos. Un call, ça doit durer 2-3 minutes, parfois 4. Si ça dépasse 5 minutes, c'est que tu as commencé le rendez-vous. Ouais, tu C'est un peu commences dommage parce qu'en fait, tu as dépassé 5 minutes, donc tu as de l'intérêt de la personne. Et donc, c'est lui dire, attendez, super, ça fait 5 minutes qu'on discute, je vois qu'il y a un intérêt, mais posons-nous pour en discuter, quoi. J'imagine que tu as ton agenda devant toi, on se réserve ça dans les 24-48 heures. Je passe vous voir, tiens, il se trouve que vos bureaux sont en face de chez nous. Demain matin, vous voulez pas prendre un café? Coïncidence, je suis juste en bas. C'est quoi? Non, c'est super comme conseil. Est-ce que tu as un mot de la fin? Chez Nosmo, on dit Happy Life tout le temps, donc je dirais Happy Life. Eh ben, Happy Life à tout le monde. Merci à toi, Arthur, et à très bientôt. À plus, salut. Bonne continuation, au revoir. Salut.